Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette séquence qui s'intitule « Les mécanismes de détermination de l'IS ». Dans cette séquence, nous aurons deux objectifs. Premièrement, chers élèves, appréhender les mécanismes de détermination de l'IS. Deuxièmement, calculer l'impôt dû. Pour ce faire, sommaire. Alors premièrement, nous allons traiter le champ d'application de l'IS. Par la suite, déterminer l'assiette de l'IS. Par la suite, la liquidation et donc le calcul effectif de l'IS. Et finalement, le recouvrement. Et par la suite, chers élèves, nous allons boucler notre séance par une application d'approfondissement. C'est parti premièrement pour le champ d'application. Alors ici, nous devrons déterminer la territorialité de l'IS. Par la suite, quelles sont les personnes imposables. Par la suite, quelles sont les personnes exonérées. Et finalement, quelles sont les personnes hors champ d'application. C'est parti pour la territorialité de l'IS. Donc, certainement, le principe de la territorialité de l'IS se repose sur deux points. Premièrement, l'assiette de la société. Deuxièmement, ressources des revenus. Et donc, la territorialité de l'IS nous a permis de dégager les points suivants. Si nous avons une société dont le siège est au Maroc et ayant une activité également au Maroc, elle est soumise à l'IS. Si par contre elle a une activité à l'étranger, elle est non soumise à l'IS pour les opérations réalisées à l'étranger. Dans le deuxième cas, si nous avons une société installée à l'étranger et ayant une activité au Maroc, elle est soumise pour les opérations réalisées au Maroc. Finalement, installée à l'étranger et ayant une activité également à l'étranger, elle est définitivement non soumise à l'IS. Maintenant, nous allons passer aux personnes imposables. Nous avons premièrement les sociétés, c'est-à-dire les personnes qui sont passibles à l'impôt, à l'IS principalement. Donc nous avons les sociétés qui sont passibles à l'impôt en plein droit. Premièrement, les sociétés de capitaux. Deuxièmement, les sociétés à responsabilité limitée. Troisièmement, les sociétés civiles. Et finalement, les sociétés de personnes comprenant au moins une personne morale. Par la suite, les sociétés passibles à l'IS par option, par choix, nous avons, chers élèves, les sociétés de personnes et les sociétés en participation, car elles sont normalement passibles à l'impôt sur le revenu. Par la suite, nous avons les associations et les établissements publics, à condition qu'ils doivent exercer une activité à but lucratif. Et finalement, nous avons les fonds et les centres de coordination. Par la suite, chers élèves, nous allons passer aux personnes exonérées. Nous avons des personnes qui sont exonérées totalement ou bien partiellement. Concernant les personnes exonérées totalement, nous avons premièrement les associations reconnues d'utilité publique, deuxièmement les unions ou bien les fédérations d'associations, finalement les partis politiques et les associations à caractère politique. Par la suite, les personnes exonérées partiellement, nous avons les entreprises exportatrices pendant les premières 5 exercices pour leur chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, ou bien destiné tout simplement à l'exportation. Les entreprises industrielles, elles sont exonérées pendant les 5 premiers exercices et par la suite, elles sont imposables à l'IS. Par la suite, les entreprises hôtelières également, elles sont exonérées pendant les premiers 5 exercices et par la suite, elles sont passibles à l'IS pour les autres années. À condition, cette exonération, il concerne les opérations libellées en devises. Par la suite, chers élèves, nous allons passer aux personnes hors champ
d'application. Nous avons premièrement les sociétés de personnes, comprenant que des personnes physiques. Par la suite, nous avons les sociétés en participation, les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques, et également, nous avons, chers élèves, les sociétés immobilières transparentes et finalement, les groupements d'intérêt économique. Maintenant, chers élèves, nous avons passé au deuxième objectif, à savoir la détermination de l'assiette de calcul de l'IS. Et donc, certainement, l'IS est un impôt qui frappe le résultat réalisé par l'entreprise. Et donc, le résultat réalisé par l'entreprise est tout simplement le résultat comptable. Le résultat comptable égale à quoi? C'est le total produit moins total charge. Ou bien c'est tout simplement la différence entre les produits et les charges de l'entreprise. Mais attention, ici, le résultat comptable, il est calculé par le comptable. La question qui se pose maintenant, est-ce que le fisc va accepter tous les produits qui ont été comptabilisés par le comptable et également toutes les charges qui ont été comptabilisées? La réponse, c'est bien évidemment non. Parce qu'il se peut que nous avons des produits dits non imposables. Il se peut que le comptable a comptabilisé des produits qui ne sont pas imposables en principe. Par exemple, les dividendes. Parce que les dividendes, qui concernent la distribution des bénéfices, ils sont déjà versés à l'entreprise. On donne l'exemple, nous avons l'entreprise A, certainement, qui est participante à l'entreprise B. Lorsque l'entreprise B réalise un bénéfice, il verse certainement des dividendes à l'entreprise A. Et donc, à cet effet, et dans cette opération, ces dividendes sont déjà imposés dans l'entreprise B. Donc, le comptable ne doit pas, encore une fois, comptabiliser ces dividendes parmi les produits. Et donc, ce sont des produits dits non imposables. Les produits non imposables qu'on va déduire, parce que le comptable, il a ajouté les produits, et donc, en correction, nous devrons, chers élèves, déduire les produits. C'est ce qu'on appelle des déductions. Par la suite, dans les charges, il se peut que nous avons des charges non déductibles. Le comptable, il a déduit des charges qui ne sont pas acceptées fiscalement par le fisc. Et donc, à cet effet, on doit réintégrer ces charges, c'est-à-dire rajouter ces charges. Par exemple, une charge sans facture, sans pièce justificative. Et donc, en aucun cas, chers élèves, le fisc, il ne peut pas accepter une charge sans justification. Et donc, tout simplement, on va réintégrer les charges non déductibles qui sont certainement des réintégrations. Et donc, finalement, le résultat fiscal égale à quoi? Égale au résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions moins finalement le report déficitaire. C'est-à-dire, chers élèves, un déficit de l'exercice précédent tout simplement. Maintenant, chers élèves, nous allons passer à l'analyse des charges et des produits pour déterminer les réintégrations et pour également déterminer les déductions. Et donc, les conditions de déductibilité des charges sont en principe 5 conditions. Pour que je puisse déduire une charge, premièrement, cette charge doit être engagée pour les besoins de l'entreprise. C'est-à-dire, tout simplement, cette charge, chers élèves, doit être liée à l'activité de l'entreprise. Par exemple, l'achat d'un cafetan pour l'épouse du directeur. Est-ce que ce cafetan est lié à l'exploitation de l'entreprise? Bien sûr non. Donc on ne peut pas considérer ou bien accepter cette charge comme une charge déductible. Par la suite, nous avons que ces charges doivent être engagées au cours de l'exercice. Tout simplement, engagées au cours de l'exercice, c'est-à-dire il doit concerner l'exercice en cours. C'est-à-dire, chers élèves, une charge qui ne concerne pas l'exercice
n'est pas accepté fiscalement. Parce qu'on doit rattacher à l'exercice seulement les charges qui les concernent. Principe de spécialisation des exercices. Par la suite, nous avons, chers élèves, dans la troisième condition, que les charges doivent être appuyées par une pièce justificative. Vous ne pouvez pas comptabiliser une charge sans une pièce justificative. Sinon, vous allez chercher à gonfler le résultat pour payer moins d'impôts. Et donc, le fisc intervient à ce niveau-là, tout simplement pour vous dire, attention, toutes charges comptabilisées doivent être justifiées. Par la suite, chers élèves, les charges doivent être constatées en comptabilité, c'est-à-dire enregistrées dans les livres journaux de l'entreprise. Parce que je ne peux pas enregistrer une charge ou bien calculer une charge dans le résultat sans être enregistré comptablement dans les livres journaux. C'est une condition à respecter. Par la suite, chers élèves, les charges doivent être, ou bien elles doivent se traduire par une baisse de l'actif net. Pour simplifier, et tout simplement, chers élèves, en aucun cas, on peut considérer une acquisition d'une immobilisation comme une charge. Donc, il fallait faire la distinction entre ces deux points. Une charge est considérée une charge. Par contre, une acquisition d'une immobilisation doit être enregistrée parmi les éléments de l'actif immobilisé. Comme ça, on ne va pas lourder certainement l'assiette fiscale. Et donc, chers élèves, maintenant, nous allons passer à l'analyse des charges pour déterminer les charges non déductibles fiscalement et par la suite, passer également à l'analyse des produits pour déterminer les produits non imposables. C'est parti, premièrement, pour les charges non déductibles. Donc, vous constatez ici, chers élèves, que nous avons premièrement les cadeaux non publicitaires. Qu'est-ce que nous voulons dire par cadeaux non publicitaires? Ce sont tout simplement des cadeaux octroyés par l'entreprise, par exemple à ses clients, à ses salariés, mais normalement ne comportent pas un signe publicitaire. Par exemple, ils ne comportent pas le nom de l'entreprise, la marque de l'entreprise, ou bien autre signe distinctif, c'est-à-dire un signe publicitaire. Donc ici, si l'entreprise va octroyer des cadeaux non publicitaires, tout simplement le fisc intervient pour ne pas accepter ces cadeaux parmi ses charges. Sinon, l'entreprise, elle va octroyer les cadeaux en vrac. Donc tout simplement, le fisc n'accepte pas ces cadeaux publicitaires, ou bien ces cadeaux, non publicitaires, donc tout simplement à réintégrer. Par la suite, les cadeaux publicitaires cette fois-ci. Mais attention, je peux mettre la marque de l'entreprise et le signe de l'entreprise et donner au client, par exemple, une voiture comme un cadeau. Ou bien un salarié, une voiture comme un cadeau. Attention, la valeur unitaire d'une voiture est très importante. Ici, le fisc intervient pour vous dire tout simplement, attention, la valeur unitaire des cadeaux publicitaires ne doit pas dépasser 100 dirhams. C'est bien? Ok. Donc, si nous avons des cadeaux publicitaires qui dépassent 100 dirhams, c'est une valeur unitaire, on doit réintégrer la totalité. Par la suite, les salaires ne correspondent pas à un travail effectif. Les salaires distribués aux salariés fantômes. C'est bon? Donc, c'est une charge non déductible à réintégrer automatiquement. Par la suite, nous avons, chers élèves, les amortissements qui concernent les voitures de tourisme. Donc, à ce niveau-là, je peux acheter une voiture de tourisme et l'octroyer, par exemple, au PDG de l'entreprise et constater les amortissements annuels parmi les charges pour gonfler le résultat de l'entreprise. C'est-à-dire, j'achète une voiture par une valeur, par exemple, de 60 millions et donc, je le calcule parmi les charges. Ici, le fisc intervient. Attention, la valeur unitaire de cette voiture de tourisme ne doit pas dépasser 300 000 dirhams TTC. C'est la première condition. OK? Le comptable, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va passer pour augmenter le taux
de l'amortissement. Par exemple, pour gonfler les charges, il va appliquer un taux d'amortissement de 80%. Encore une fois, le fisc intervient pour vous freiner et détermine et fixe le taux autorisé à 20%. C'est-à-dire nous avons deux conditions. Le taux ne doit pas dépasser 20% et la valeur ne doit pas dépasser 300 000 dirhams TTC. Dans le cas contraire, à réintégrer la différence. Par la suite, les dons. Dans les dons, nous avons deux cas. Les dons octroyés aux organismes listés par l'article 10 des Codes généraux des impôts, par exemple les dons octroyés à la Fondation l'Eslama pour la lutte contre le cancer. Et donc, ces dons sont déductibles sans limitation. Par la suite, nous avons les dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées. Ces dons, ils sont déductibles, mais dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe. C'est bon? Passons maintenant aux autres déductions. Nous avons, chers élèves, les achats sans facture. Ici, l'absence de la pièce justificative et donc à réintégrer automatiquement. Par la suite, les amendes et les pénalités et majorations. Ce sont des pénalités, on vous pénalise. Et donc, pourquoi on va vous donner le droit de déduire cette charge? Donc, c'est une charge non déductible qu'on doit réintégrer, chers élèves. Par la suite, nous avons les intérêts pour le compte courant d'associés. C'est-à-dire, je prends des sommes d'argent, je prends un emprunt auprès de mes associés et par la suite les accorder des intérêts. Premièrement, et la première limitation, le capital doit être entièrement libéré. C'est-à-dire, dans le premier cas, si le capital n'est pas totalement libéré, donc tout simplement, je dois réintégrer le montant des intérêts. C'est une charge non déductible. Dans le deuxième cas, si le capital est entièrement libéré, c'est-à-dire, les associés, ils ont libéré la totalité du capital de l'entreprise. Ici, nous avons deux conditions. Regardez bien, illimitation. Le capital doit être entièrement libéré et deux conditions. Donc, la première condition, le montant des avances ne peut pas être supérieur au capital social. Et par la suite, le taux appliqué des intérêts ne peut pas être supérieur au taux autorisé, tout simplement. Dans le cas inverse, à réintégrer la différence. Par la suite, nous avons les règlements en espèces des charges dont le montant dépasse 5 000 dirhams. Donc, si vous avez réglé une charge qui dépasse 5 000 dirhams, et donc le fisc intervient pour ne pas accepter le montant qui dépasse le plafond. Et donc ici, à réintégrer, chers élèves, la différence. Par la suite, les retenues à la source, c'est les intérêts financiers reçus lorsqu'ils sont déclarés en montant net. Donc, vous allez recevoir des intérêts en net. Donc, le fisc intervient pour vous dire, attention, tu dois déclarer ces intérêts par leur montant brut. Donc ici, à réintégrer le montant brut, tout simplement. Maintenant, chers élèves, nous allons passer à l'analyse des produits. Les produits non imposables. Donc, à titre d'exemple, nous avons les dividendes. Donc, ce sont des produits déjà imposés dans la source. Donc, pour éviter la double imposition, donc, à déduire, abattement 100%. Donc, le comptable, il a comptabilisé ces produits parmi les produits de l'entreprise. Or, ce sont des produits non imposables, donc déduction 100%, chers élèves. Par la suite, nous avons les produits constatés d'avance. C'est une condition. Je ne peux pas constater un produit qui ne concerne pas l'exercice. Donc, pour enregistrer effectivement un produit, je dois tout simplement, ou bien ce produit, il doit tout simplement être rattaché à l'exercice. Donc, à réintégrer, chers élèves. Par la suite, nous allons passer directement à une application pour cerner toutes ces opérations. Dans notre application, la société Par Sport est une société anonyme au capital de 850 000 dirhams totalement libérée, créée en 2010 à Rabat, spécialisée dans la fabrication et commercialisation des articles de sport. Au titre de l'exercice 2019, la société
a réalisé un résultat comptable de 450 000 dirhams. De plus, il a un déficit de l'exercice en 2018 de 35 000 dirhams. Une analyse comptable fait extraire les informations suivantes. Premièrement, dans les produits comptabilisés, nous avons le chiffre d'affaires hors taxe. Les ventes à livrer en mars s'élèvent à 25 000. Les produits accessoires hors taxe s'élèvent à 60 000. Les produits financiers à 90 000, dont 40 000 d'intérêts nets d'un compte bloqué et 50 000 de dividendes reçus. Par la suite, nous avons des cadeaux publicitaires comportant le signe de la société par un montant de 50 000. Achat de marchandises non encore reçues de 24 000, salaire de la femme du directeur qui n'exerce aucun travail effectif dans l'entreprise de 80 000 et des achats de marchandises sans facture de 42 000 dirhams. Règlement en espèces d'un achat de 21 000, le compte courant d'associé a enregistré les mouvements suivants. Le 1-1-2019, un montant en compte courant s'élève à 350 000, taux appliqué 5%, taux autorisé 3%. Des amendes et pénalités fiscales 4 500, des majorations de retard relativement au paiement 1 500, achat d'un cafetan au profit de la fille des comptables 300 000 dirhams. Travail à faire, calculer le résultat fiscal de l'exercice 2019. Alors premièrement, nous allons commencer par le résultat comptable. Et donc, le résultat comptable s'élève à 450 000. Par la suite, le chiffre d'affaires, c'est un produit imposable et donc rien à signaler. Par la suite, nous avons des ventes non encore livrées. Donc, c'est une charge qui ne concerne pas l'exercice à réintégrer le montant de 25 000. Par la suite, nous avons les produits accessoires. Il s'agit, chers élèves, des produits imposables. Donc, rien à signaler. Par la suite, les intérêts nets. Donc, on va réintégrer le brut. Donc, 40 000 divisé sur 0,8 fois 0,2, ça donne 10 000. Et par la suite, nous avons, chers élèves, des dividendes. Donc, déduction, abattement 100%. Donc, automatiquement, déduction de 50 000 dirhams. Dans les autres charges, nous avons les cadeaux publicitaires, donc la valeur dépasse 100 dirhams. Donc, automatiquement, on va réintégrer le montant en totalité de 50 000 dirhams. Par la suite, nous avons des achats de marchandises non encore reçues. Ils ne concernent pas l'exercice. Donc, réintégration du montant de 24 000. Par la suite, chers élèves, nous avons un salaire de la femme du directeur qui n'exerce aucun travail effectif. Il s'agit d'un salarié fantôme, donc il ne correspond pas au travail effectif, à réintégrer 80 000. Achat de marchandises sans facture, c'est une charge non justifiée, à réintégrer le montant de 42 000. Règlement en espèces des achats de marchandises, le règlement il dépasse le plafond qui s'élève à 5 000, donc à réintégrer la différence qui s'élève à 16 000, donc réintégration. Les intérêts nets d'un compte courant d'associé, donc 350 000 fois 5% moins 3%, ça donne 7 000. Donc à réintégrer la différence. Les amendes et les pénalités fiscales, c'est une charge non déductible, à réintégrer 4 500. Les majorations de retard, il s'agit d'une charge non déductible, à réintégrer 1 500. Achat d'un cafetan au profit de la fille du comptable, il ne concerne pas l'activité de l'entreprise, à réintégrer 30 000 dirhams. Par la suite, le total des déductions s'élève à 265 000 et le total des réintégrations s'élève à 265 000 et le total des déductions, chers élèves, s'élève à 75 000. Et donc finalement, chers élèves, le résultat fiscal est égal au résultat comptable, plus les réintégrations, moins les déductions, moins le déficit reportable. Donc, automatiquement, 450 000 plus 265 000 moins 75 000 qui constituent les déductions, moins le déficit reportable de l'exercice précédent qui s'élève à 35 000. Et donc, finalement, le résultat fiscal égal à 605 000 dirhams. Et donc, comme ça, chers élèves, on a pu calculer et déterminer
l'assiette, la base de calcul, à savoir le résultat fiscal. Dans la prochaine leçon, nous allons traiter les autres étapes de calcul de l'impôt dû. C'est-à-dire, on va déterminer l'IS théorique, la cotisation minimale, l'IS dû et le montant des reliquats et des acomptes à verser. Cette séance touche sa fin. Quant à moi, je vous retrouve la séance prochaine. À très bientôt.